Président. Permettez-moi de commencer mon propos tout d'abord en adressant mes remerciements les plus chaleureux à Cathy Pomar, l'organisatrice de ce colloque, pour son invitation. C'est passionnant de pouvoir aborder ces thématiques et je la remercie infiniment de m'avoir sollicité. Je remercie également chaleureusement le docteur David Mété et Alice Clotagabit pour leur intervention, ainsi que Michael Geislo qui m'a conseillé dans la préparation de cette intervention. Alors, la question de l'action de l'État en mer peut paraître un petit peu éloignée de la question des addictions, le cœur de ce colloque, mais en réalité, elle a un lien relativement important dans la mesure où lutter contre le narcotrafic en mer, c'est de manière concrète lutter contre le risque d'addiction sur Terre. La mer est un espace de rigueur et de liberté. C'est quelques mots qu'on aurait pu finalement les retrouver en tête du préambule d'une des nombreuses conventions maritimes, notamment la convention de Montego Bay, qui apparaît un petit peu comme une constitution du droit de la mer. C'est en réalité Victor Hugo qui les a prononcés, ce qui montre que dans ce domaine également, c'était en quelque sorte un visionnaire. Avec l'essor de la mondialisation, la mer est devenue un vecteur essentiel des échanges économiques, mais cela a également contribué à en faire une zone de développement de nombreux trafics illicites, pas exclusivement le narcotrafic, mais parmi ces trafics, le narcotrafic joue un rôle absolument prépondérant. Dans un premier temps, je vous présenterai donc un rapide constat de ce narcotrafic en mer et spécifiquement dans la zone sud de l'océan Indien, puis des acteurs et des moyens mis à la disposition de ces acteurs pour agir contre le narcotrafic, et dans un troisième temps, mais ce troisième temps sera un petit peu plus long, un état des lieux des insuffisances de la réglementation internationale actuelle dans ce domaine. Alors tout d'abord, le constat, on admet aujourd'hui qu'environ 90% de la production mondiale de drogue transite à un moment donné par la mer. Elle ne transite pas exclusivement par la mer, mais la mer est un point de passage de 90% de la production mondiale. Donc à la fois la mer territoriale, mais également et de façon probablement plus fréquente, la zone hauturière, la haute mer, qui peut parfois apparaître comme un espace de refuge pour les trafiquants et comme un espace de très grande liberté. L'ONU estime par ailleurs que le trafic de stupéfiants représente 8% des échanges mondiaux, ce qui place le trafic de stupéfiants juste derrière la production d'armement et devant la production automobile. Donc ça montre quand même un peu l'ampleur de ce phénomène. Alors, il recoupe en réalité des réalités très diverses. Pour reprendre une phrase que je trouve extrêmement bien formulée d'un rapport du Sénat de 1996, les trafiquants dissimulent leurs précieuses marchandises aussi bien au fond des cales malhonorantes de vieux cargos que sous les acajou de yachts vernis et luxueux. Et c'est vrai que la question du narcotrafic, c'est à la fois des cartels internationaux disposant de moyens considérables, par exemple de sous-marins de poche quasiment indétectables par les sonars français, et c'est aussi des trafiquants d'ampleur beaucoup plus modeste qui profitent tout simplement des ramifications et des avantages économiques que peut leur apporter les fruits de ce trafic d'ampleur un peu internationale. Donc on a finalement une guerre de basse intensité, là aussi, où il est extrêmement difficile d'identifier précisément un adversaire et où la lutte forcément consiste un petit peu à se focaliser sur certains cartels sans pouvoir agir véritablement à la source du problème. Alors plusieurs zones constituent évidemment des axes stratégiques majeurs de cette lutte contre le narcotrafic en mer. C'est le cas notamment de la mer des Caraïbes, avec notamment cet axe, tout le cannabis qui provient des États d'Amérique latine et d'Amérique centrale, avec un axe Amérique latine, mer des Caraïbes, Açores, et puis c'est les ports européens, notamment Rotterdam et Athènes. Mais l'océan Indien constitue également un axe stratégique absolument primordial. D'abord parce que l'Afghanistan produit aujourd'hui 75% de la production mondiale d'héroïne, et que celle-ci transite avec une certaine facilité par le Pakistan puis par l'Iran, qui ont des ports ouverts sur l'océan Indien, et atteignent ensuite Maurice, les Seychelles, Madagascar,
qui sont des destinations de transit dans le but d'atteindre à terme des destinations européennes. La Réunion apparaît dans ce cadre-là comme un axe stratégique majeur pour les trafiquants eux-mêmes, mais aussi pour les acteurs de la lutte contre le narcotrafic, parce que sa position dans la zone sud-océan Indien, mêlée à des bases militaires, lui donne des moyens d'agir et d'agir notamment directement sur la question de la haute mer. Alors, la lutte contre le narcotrafic implique une pluralité d'acteurs. Au niveau national, c'est d'abord une coopération permanente et une coopération parfois forcée en réalité, puisque la coopération n'a rien d'évident et elle ne se fait que de manière progressive entre les acteurs nationaux de la lutte contre les stupéfiants, que je ne présenterai pas, ils l'ont déjà été, et les nombreux acteurs de l'action de l'État en mer, notamment le comité interministériel de la mer, qui établit en quelque sorte la politique sur les questions maritimes et qui a fait de la lutte contre le narcotrafic une priorité, le secrétariat général de la mer, qui est un organe placé sous la direction du Premier ministre et qui coordonne l'action des préfets maritimes et des commandants de zone, et les préfets maritimes eux-mêmes, qui sont des officiers généraux de la Marine nationale et qui coordonnent l'action de l'État en mer dans leurs zones maritimes respectives. C'est également une grande diversité d'administrations qu'il faut faire coopérer. La Marine nationale, notamment sur la question de la haute mer, qui est une question qui relève principalement du ministère de la Défense, les douanes et la gendarmerie nationale. Et là aussi, la collaboration de ces administrations est absolument essentielle pour permettre une politique de lutte efficace. Alors la création d'une fonction de garde-côte en 2008 visait d'une certaine façon à permettre à mieux garantir cette efficacité dans la lutte contre le narcotrafic. Malgré tout, ici, on se heurte à la fois au problème de l'unification des moyens, puisque finalement, on est quand même très loin des Coast Guards américains qui, eux, sont une fonction dédiée, donc ont les moyens de lutter de manière extrêmement efficace, extrêmement coordonnée, et puis parce que il y a aussi évidemment le problème du budget. Les États-Unis mettent évidemment des sommes qui ne sont pas comparables aux nôtres dans cette fonction des gardes-côtes. Pour nous, malheureusement, on se heurte très vite à des limites qui sont matérielles et qui sont budgétaires et qui, malheureusement, sont probablement inéluctables. Alors, à La Réunion, l'organisation institutionnelle est assez différente et elle permet une efficacité et une collaboration relativement bonne entre les services, puisque le préfet détient la casquette de délégué du gouvernement à l'action de l'État en mer, et qu'il est appuyé par un adjoint militaire qui est le commandant de la zone sud de l'océan Indien, et qui a un lien de tutelle direct avec le préfet. Ce lien de tutelle permet une coopération entre moyens civils et moyens militaires. Et à côté de cela, un amiral en poste à Abu Dhabi commande la zone maritime océan Indien, et cet amiral, lui, est en charge notamment de la coordination des actions de lutte en haute mer. Et évidemment, même s'il n'y a pas de lien de tutelle entre l'amiral et le capitaine de vaisseau qui commande la zone sud de l'océan Indien, ce sont deux officiers qui, nécessairement, sont amenés à communiquer entre eux, ce qui conduit nécessairement à une coopération plus facile des moyens. Cette coopération a encore prouvé récemment son efficacité, puisqu'une frégate de surveillance a récemment intercepté un gouffre contenant 150 kg de cocaïne. La difficulté majeure ne vient donc probablement pas tant des moyens et pas tant de l'organisation institutionnelle que du cadre juridique lui-même. En droit de la mer, les États se sont d'abord focalisés sur la question de la sécurité maritime et notamment sur la question de la sécurité des voies de navigation. Et la question de la lutte contre les trafics illicites, nombreux trafics illicites, notamment également les trafics de migrants, n'est intervenue que dans un deuxième temps. Pour ce qui concerne le narcotrafic, on peut dater un petit peu le mouvement de sensibilisation à cet enjeu au début des années 60, notamment quand on a commencé à prendre conscience de l'existence de cartels internationaux de la drogue, mais c'est une prise de conscience qui, malgré tout, reste relativement tardive. Du côté des acteurs de la lutte contre les stupéfiants, on assiste à un mouvement qui a plutôt consisté à d'abord identifier les produits
susceptibles d'être dangereux, puis ensuite à établir un cadre prohibitif, voir quels étaient les produits qui devaient être interdits ou ne devaient pas être interdits, et l'idée de la lutte contre le trafic en mer, la question spécifiquement maritime, est également intervenue dans un temps plus ancien. Alors, la première étape phare, c'est la Convention de Montego Bay, qui est évidemment extrêmement connue, puisque l'article 108 de cette convention affiche ainsi la lutte contre le narcotrafic comme un objectif fort et pose le principe d'une coopération entre les États. Malgré tout, ce dispositif reste en fait extrêmement limité dans son efficacité, puisqu'il est soumis à la loi du pavillon, et la loi du pavillon, c'est donc l'exigence de l'accord préalable de l'État avant toute intervention sur un navire, ce qui suppose en réalité des mécanismes de coopération non seulement renforcés, mais qui soient effectifs. Par ailleurs, toujours dans la Convention de Montego Bay, l'article 110 de cette convention dresse une liste d'infractions dans lesquelles l'État a un droit d'arraisonnement sur le navire, et figure dans cette liste d'infractions le transport d'esclaves, l'absence de nationalité, la question des émissions de radios non autorisées, mais la question du narcotrafic ne figure pas dans la liste des infractions visées par l'article 110, ce qui montre quand même que pour la Convention de Montego Bay, il y a un objectif vertueux affiché de coopération entre les États, mais malgré tout, ça n'apparaît pas comme un objectif prioritaire dans cette convention. C'est la Convention de Vienne que Perrine citait tout à l'heure qui va quand même améliorer sensiblement le dispositif de lutte contre le narcotrafic et constituer en la matière le premier texte de référence. L'article 17 de cette convention renforce ainsi les possibilités d'intervention en prévoyant une action légitimée pour motif raisonnable, même si le texte reste flou sur ce que constitue un motif raisonnable et ce qui peut donc justifier une intervention. Mais cet article 17 améliore surtout les dispositifs de coopération entre les États en instaurant un mécanisme de demande d'intervention et en posant le principe d'une autorisation de la part de l'État qui fait l'objet de cette demande d'intervention qui doit intervenir sans délai. Et cette intervention sans délai, évidemment, ce dispositif de coopération trouve une pleine opérationnalité parce que effectivement, les États partis à la Convention de Vienne sont extrêmement nombreux. On a eu récemment encore une illustration de cette efficacité du dispositif de coopération dans l'affaire du cargo Winner. Cargo Winner, c'est un cargo de nationalité panaméenne qui avait été interpellé. Et la coopération avec le Panama, qui est un pays qui peut être parfois assez souple dans l'attribution du pavillon, a montré sa pleine efficacité et ça a même été jusqu'au renoncement juridictionnel qui est un peu l'étape suivante. Donc sur ce plan-là, le dispositif de la Convention de Vienne a prouvé sa pleine efficacité. Alors ce dispositif a été très avantageusement transposé dans notre législation nationale par 3 lois successives. Une loi de 96 tout d'abord, qui constitue vraiment le pivot majeur de notre droit national, on appelle en fait de manière courante la loi article 17, puis 2 lois de 2005 et de 2011 qui complètent un petit peu ce dispositif. Je disais que ça avait été transposé très avantageusement parce que d'abord ce dispositif confère aux commandants des navires de la marine nationale des prérogatives qui sont équivalentes à celles des officiers de police judiciaire, ce qui leur permet de mener des opérations relativement coercitives, perquisitions, saisies, toujours dans le cadre du motif raisonnable évidemment prévu dans le texte, et ça reste cependant soumis évidemment à l'autorisation préalable de l'État du pavillon. Évidemment, ce statut conféré aux commandants de navires est particulièrement avantageux quand on le compare notamment avec d'autres États européens. Par exemple, les Pays-Bas ou la Grande-Bretagne sont obligés d'embarquer préalablement dans les opérations de lutte contre le narcotrafic les officiers de police judiciaire en titre pour pouvoir ensuite mener des opérations qui soient conformes à leur procédure pénale nationale. Bon, malgré cela, la Convention de Vienne n'a pas résolu toutes les difficultés et plusieurs nœuds gordiens posent encore problème quant au respect du cadre juridique.
Le premier obstacle, évidemment, ça reste la loi du pavillon, qui reste pleinement consacrée par la Convention de Montego Bay, et donc à laquelle on ne peut en aucun cas déroger. Les trafiquants ont, de ce point de vue-là, une certaine habileté à jouer avec cette loi du pavillon en privilégiant, d'une part, des États qui peuvent être assez souples dans l'attribution du pavillon lui-même, mais surtout des États avec lesquels le mécanisme de coopération fonctionne mal, avec lesquels il n'existe pas d'accords bilatéraux. Il y a d'ailleurs en réalité peu d'accords bilatéraux qui sont développés, ce qui du coup peut quand même constituer un véritable moyen de contrer la lutte contre le narcotrafic en mer. Alors, on peut s'interroger sur la nécessité aujourd'hui de réviser la Convention de Montego Bay. Plusieurs dérogations ont été possibles à ce principe de la loi du pavillon. Un accord de l'ONU de 95, par exemple, admet qu'on puisse déroger à la loi du pavillon en matière de stock de poissons chevauchants. Donc, il y a évidemment un sentiment parfois que la question du narcotrafic en mer n'a pas été prise suffisamment au sérieux par la Convention de Montego Bay, et nombre d'acteurs maritimes appellent à sa révision. Alors la loi du pavillon peut également être un obstacle sur le terrain du jugement, dans la mesure où l'État du pavillon détient également un privilège de juridiction qui lui permet de juger en premier lieu son ressortissant, même si évidemment cette primauté de juridiction peut là aussi être contournée par l'accord de l'État, et même si l'esprit de la Convention de Vienne est de rendre systématique le contournement de cette primauté de juridiction. Je terminerai avec cette dernière difficulté, qui est celui de la détention, et qui est à mon avis un problème crucial de la détention en mer des narcotrafiquants interpellés. D'abord parce qu'ils le sont souvent par des officiers de marine peu aux prises avec les questions de procédure pénale française, et qui donc ne connaissent pas forcément le régime de la garde à vue, ce qui conduit quand même à de nombreux vices de procédure, et ce qui, à mon sens, peut poser un problème quant au respect des exigences fondamentales posées par les articles 5 et 6 de la CEDH. Mais ensuite, parce que vous avez nécessairement un délai de détention à bord des navires qui va être particulièrement long, puisqu'il faut pouvoir atteindre le port et pour pouvoir présenter ensuite matériellement à un juge les narcotrafiquants interpellés. Alors, la Convention européenne des droits de l'homme a été amenée à se prononcer dans un arrêt extrêmement connu qui est l'arrêt de Medvedev contre France sur ces questions, et elle a considéré que le délai particulièrement long pouvait être justifié au regard des circonstances exceptionnelles, les circonstances exceptionnelles étant caractérisées par l'arraisonnement d'un navire en haute mer, mais que malgré tout, notre procédure actuelle posait un problème, puisque c'est le procureur de la République du lieu du navire d'interpellation qui va être averti de l'interpellation du trafiquant. Et le procureur de la République, au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, n'est pas considéré comme un juge, puisqu'il est finalement un peu partie à l'audience. Et donc, d'une certaine manière, ça pose quand même une difficulté réelle, mais qui est qu'on va détenir à bord pendant une durée supérieure à celle de la garde à vue des narcotrafiquants, sans qu'un juge de la liberté de la détention, reconnu indépendant, n'ait été amené à se prononcer sur la validité finalement de cette durée. Donc le cadre juridique, vous l'avez vu, est finalement aujourd'hui plein d'incertitudes, dans un contexte où la consécration d'un droit à la sauvegarde maritime est de plus en plus affichée comme une priorité par de nombreuses organisations internationales, notamment les organisations maritimes. La question de la lutte contre le narcotrafic peut apparaître comme une priorité, pour autant elle ne doit pas dispenser d'un travail probablement aussi essentiel qu'est le travail à la source. La majorité des États, par exemple, c'était le cas en Afghanistan. Si on a eu une explosion de la production d'héroïne en Afghanistan, c'est quand même d'abord parce que l'Afghanistan était en sortie d'intervention américaine après les années 2003, et c'est ce qui a conduit finalement à ces difficultés. C'est donc probablement l'état de pauvreté des États qui peut favoriser l'installation de ces cartels de la drogue. Et
donc la lutte contre le narcotrafic en mer intervient dans un second temps et montre déjà d'une certaine façon une impossibilité, une incapacité à résoudre le problème à la source. Merci.